Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le dispositif sécuritaire se resserre à Yaoundé. Après l'explosion d'une bombe artisanale dans la zone de Damas, les fouilles s'intensifient. Le bilan est de 5 blessés. Des questions sans réponse fusent après l'incident qui plonge la ville de Yaoundé dans une psychose totale. Dans le chaudron de la crise anglophone, les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest critiquent le plan de reconstruction mis en place au lendemain du grand dialogue national. Pour elles, il faut la paix avant toute initiative de reconstruction. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Grosse panique à Yaoundé, une bombe artisanale a explosé hier soir au lieu dit rond-point Damas dans le 3e arrondissement de la ville. Le bilan fait état de 5 blessés, dont 2 graves. L'engin a explosé en plein carrefour au moment où de nombreux usagers revenaient de leurs occupations, plongeant ainsi les populations dans l'émoi et la peur. C'est la 3e explosion enregistrée ainsi en l'espace de 2 semaines. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Alors que dame pluie vient d'arroser la capitale, le rond-point Damas est en état de siège. Policiers, gendarmes et militaires ont investi les lieux depuis la veille, à la suite d'une explosion spectaculaire, survenue dans les circonstances non encore élucidées. Hier vers 19h, nous avons suivi une explosion juste au niveau du rond-point là. Et le gars qui vendait les chaussures a été brûlé. Et ceux qui vendaient les bâtons avec ses 2 enfants ont été gravement touchés. Ils sont à l'hôpital. On a entendu une explosion, on a cru que c'était une de voiture. C'est après qu'on a trouvé une marmite cocotte minute à côté avec une batterie de moto. L'explosion a fait au total 5 blessés, dont 2 dans un état critique. C'est dans ce centre de santé privé, situé à 100 mètres du lieu de l'incident, que l'une des victimes a reçu les premiers soins avant d'être évacuée à l'hôpital central pour une prise en charge appropriée. Nous avons reçu la dame blessée qui vend les bâtons au rond-point Damas hier aux environs de 19h pour les premiers soins. Et comme nous n'avons pas le plateau technique adéquate, on a référé, donc la police est venue les chercher pour les regrouper sur une même place. Bon, nous avons quand même fait ce qu'on avait à faire, on a placé le soluté, on a administré les antibiotiques, on a commencé le pansement avant que la police ne vienne la chercher. Au quartier Damas, les spéculations vont bon train au sujet de cette explosion qui a ciblé un endroit très fréquenté, notamment en soirée. Le rond-point Damas est en effet un haut lieu de la débrouillardise où conducteurs de motos, braiseuses, bayam salam et autres vendeurs à la sauvette pullulent, en plus des débits de boissons qui jonchent le carrefour de part et d'autre. Sous le choc, les populations vivent désormais la peur au ventre. Nous nous sentons aujourd'hui vraiment en insécurité dans notre pays. La police, la gendarmerie doivent fouiller tous les sacs au dos. Et qu'entre nous les usagers, nous devrons mener notre propre sécurité. C'est-à-dire, autour de nous, on doit défendre tous ceux qui viennent déposer les sacs, les choses qu'on ne les connaît pas. Même si on les connaît, on doit interdire. Moi, je me disais même que comme il y a les caméras de surveillance, peut-être on va repérer la personne qui a déposé, mais je ne sais pas. La caméra de surveillance en question est fixée sur l'un des 2 poteaux où l'explosion s'est produite. Les forces de sécurité ont mis à profit leur présence sur les lieux pour procéder à des rafles après avoir bouclé le rond-point Damas et ses environs. La police scientifique était sur le terrain et une enquête a été ouverte. Il y a environ 2 semaines, c'était le quartier Emana Emelen, dans les 1er et 6e arrondissements de Yaoundé qui étaient touchés. Cette fois, c'est le rond-point Damas, dans le 3e arrondissement, qui est l'objet d'une explosion. 3 explosions en 2 semaines. Il y a de quoi s'en inquiéter désormais dans la capitale politique du Cameroun. La présence des forces de sécurité jusqu'ici ne semble pas dissuader ceux qui se cacheraient derrière ces bombes artisanales. Toujours est-il que désormais, il fait peur de vivre à Yaoundé. Ici le rond-point Damas, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et sur le théâtre de la crise anglophone, la reconstruction de ces 2 régions ramènera-t-elle la paix dans cette partie du pays en proie à 4 années de guerre? Des parlementaires du nord-ouest et du sud-ouest exigent un retour à la paix avant toute reconstruction. Le reportage de Jean-Paul Chouniat. À peine le coordonnateur national
du plan présidentiel pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest boucle sa tournée dans les deux régions anglophones. Des habitants de cette partie du pays dénoncent la politique gouvernementale à vouloir à tout prix mettre la charrue avant les bœufs. Cet ancien député SDF s'étonne de l'optimisme de Paul Tasson, à croire au succès de la mission périlleuse qui lui a été confiée par Paul Biya. Allez-vous construire dans un climat de violence, de combat et de suspicion mutuelle? Dans ces cris de mécontentement, la surprise vient d'un parlementaire RDPC, le parti au pouvoir. Pour cet ancien maire de Buea, il faut se dire les vérités dans les yeux. Une reconstruction des infrastructures sans un nouvel état d'esprit des personnes affectées serait contre-productif. Franchement, le nord-ouest et le sud-ouest ont été très affectés psychologiquement. On a d'abord besoin d'un capital humain équilibré pour se développer afin d'éviter d'autres problèmes à l'avenir. Représentant la jeunesse camerounaise et anglophone au Parlement africain, ce jeune homme fait savoir que les données de la reconstruction ont été toutes faussées à la base. Un travail préalable aurait dû être fait bien avant avec tous les acteurs concernés par cette crise afin de faciliter son implémentation sur le terrain. Pour couper court sur les consultations publiques de Paul Tasson, l'ancien député SDF est clair. La reconstruction sans une paix au préalable n'est que peine perdue pour presque une centaine de milliards de francs CFA mobilisés à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, dévastés par 4 ans de guerre. La reconstruction ne saurait constituer un pas vers la paix. C'est plutôt la paix qui est une étape décisive à la reconstruction. À tous ces doutes et méfiances sur une éventuelle réussite du plan présidentiel de reconstruction des deux régions du Cameroun anglophone, Paul Tasson rejette toutes ces réserves émises et reste carré sur sa position. La reconstruction, c'est la priorité des priorités. Ce plan de reconstruction n'est pas une fin en soi. Plutôt un moyen pour un retour à la paix, une paix durable. Nommé le 3 avril dernier pour conduire le plan de reconstruction des deux régions anglophones, adopté le 5 décembre 2019 à l'issue du grand dialogue national, Paul Tasson achève ainsi les consultations entamées le 22 juin dernier à Bamenda dans le nord-ouest et Buea dans le sud-ouest. La reconstruction proprement dite des infrastructures sur un terrain miné de séparatistes et autres bandes armées est donc le prochain challenge de Paul Tasson dans la pacification effective du Cameroun anglophone. Une opération difficile pour le ministre délégué à l'économie, la planification et l'aménagement du territoire. Et des discussions sur le cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se sont ouvertes depuis hier entre le gouvernement et des leaders séparatistes. Ils étaient une dizaine de leaders anglophones avec à la tête Sisikou Ayouk Tabé, invités à la table des pourparlers en vue de déclarer une pause dans les combats dans les régions anglophones telles que demandées par une résolution de l'ONU. Et selon une source d'Equinox Télévision, la délégation du gouvernement à ces discussions était conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et rappelons que le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à l'unanimité un cessez-le-feu dans les régions du monde. Et toujours dans ce chaudron de la crise anglophone, les populations à Tombelle, troublées et exaspérées par les violences, s'indignent de leurs conditions de vie de plus en plus déplorables, surtout en cette période de crise sanitaire du coronavirus. Elle lance un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics afin de mettre un terme à ces combats. D'autres précisions dans ce reportage de Jacques Molong, Isabelle Carole Zopet. Tombelle dans le coupé Manengumba, les populations regagnent progressivement leur domicile abandonné depuis le déclenchement de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. La réinsertion sociale est un véritable casse-tête pour ces familles qui ont tout perdu du fait de cette crise qui perdure. Il fallait qu'on rentre dans la vie de Tombelle, mais ce n'est pas facile ici maintenant. Ici maintenant, il faut que nous vivons comme si on était encore des nouveaux dans la vie parce qu'il n'y a pas possibilité de vivre. Il faut aller au champ, chercher un peu de quoi manger et parfois tu ne trouves même rien. We are suffering, but
It's not too bad now because people are coming small. Nous souffrons énormément. Les gens arrivent peu à peu ici. Nous n'avons pas d'argent pour commencer une activité et nous avons des enfants à nourrir. C'est vraiment très compliqué. There's no money to start up a... Pour survivre, ces déplacés internes se sont lancés dans le petit commerce et les activités champêtres. Mais au regard du faible revenu et des aides humanitaires, leurs conditions de vie restent très difficiles, d'où leur cri de détresse à l'endroit des autorités. Nous supplions le gouvernement de faire quelque chose parce que nous n'en pouvons plus. On souffre terriblement. For this crisis, let the government really speak. Les populations de Tombelle souhaitent vivement un retour à la paix dans cette partie du pays. Dans le reste de l'actualité, signalant au sein de représentations diplomatiques à l'étranger, Salomon Ehet, ministre plénipotentiaire et le nouvel donc ambassadeur permanent du Cameroun auprès de l'ONU à Genève en Suisse. Il a été donc nommé ce vendredi, suivant un décret du chef de l'État Paul Biya, et précisant qu'avant le décret de ce jour, le docteur Salomon Ehet, âgé de 59 ans, occupait depuis 2017 les fonctions de directeur à l'IRIC, l'Institut des relations internationales du côté de Yaoundé. À l'Assemblée nationale, à présent, malgré une polémique et les réserves, les députés ont finalement adopté les projets de loi sur les associations culturelles et artistiques ainsi que leur fonctionnement. Le compte rendu dans ce reportage de Joël Essengue et Guizot. Nous y reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions d'information. Tout autre chose à présent, le programme de restructuration et de viabilisation de certains quartiers au Cameroun, le quartier Grand Hangar à Douala, a été choisi par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Alors que la cérémonie de validation s'est tenue, les habitants s'opposent à ce projet. Ils expriment leur ras-le-bol dans ce reportage que signe Robert Moukoubé. Xavier Foucault. Le lieu du Grand Hangar, à Bonabiri, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, est l'un des quartiers populeux qui rentre dans le plan de restructuration des quartiers fragiles, initié par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ça permettra d'apporter la vie, ça permettra d'apporter la restructuration, le réaménagement de ce quartier. Et je crois qu'au terme de cette restructuration, tout ce que Grand Hangar actuellement n'a pas, au terme de cette restructuration, le quartier de Grand Hangar, bien sûr, sera un quartier modèle. Pour ce faire, une réunion de validation du projet de viabilisation du dit quartier s'est tenue avec différentes autorités locales qui tentent de convaincre les populations. Ce que nous voulons dire à nos populations, à nos administrés, c'est un projet gouvernemental d'une importance capitale qui vise en fin de compte à l'amélioration des conditions et du cadre et même de l'environnement de vie de nos populations. Sauf que les populations de Grand Hangar ne l'entendent pas de cette oreille. Elles indiquent qu'elles n'ont rien contre le développement, que le quartier regorge de toutes les infrastructures de base, entre autres des écoles et des hôpitaux, et que leur problème se situe plutôt ailleurs. Personne ici n'est contre le développement, mais il faut un développement harmonieux. Il faut un développement dont la population ne se sent pas lésée. Le Grand Hangar a besoin des grains, la construction des grains et la continuité des pavés dans certaines routes. Les habitants de Grand Hangar vont plus loin. Elles estiment que le gouvernement ne joue pas franc jeu dans cette affaire. On a constaté que dans leur plan, ils ont effacé plein de maisons sur le site pour dire que le site est inhabité. Le feuilleton s'annonce long, car si d'un côté le maire assure que les populations seront indemnisées, de l'autre côté, les populations campent sur leur position. Comment savez-vous? Est-ce que vous aviez... Et dans le département de la Sanaga-Maritime, les populations du village Ngambé expriment également leur mal-être face au manque de services sociaux de base. Le réseau routier est enclavé, l'électrification est quasi inexistante dans cette localité qui abrite plus de 6000 âmes. Le reportage de Innocent Abega et Julien Berthe-Bissaï. Le village Ngambé, dans la Sanaga-Maritime, a mal à ses routes. Son réseau routier en piteux état ne facilite pas la mobilité des habitants et usagers de la route, obligés de payer le double, voire le triple du tarif initial, à hauteur de 1000 francs CFA. Le problème majeur en Ngambé, c'est les routes d'abord. Vous avez vu, les DA jusqu'ici, c'est tellement impraticable, tellement.
Mais si vous allez encore dans d'autres villages où moi je sors là, moi j'aimerais vraiment que vous allez un peu là-bas, au fond de Ngambé, vous voyez vraiment ce qu'il y a là-bas, ce que la population endure. Où je sors là-bas, on me demande 4 000 francs par moto pour sortir d'un village, j'ai 4 000 francs de payer 4 000 francs. Parce qu'il n'y a pas de route. Situé à 100 km du chef-lieu départemental Edéa, Ngambé souffre d'un autre problème et pas des moindres, l'électrification de toute la localité. Les populations qui en ont ras-le-bol appellent les pouvoirs publics et les élites au secours. Le deuxième problème ici, chez nous en Ngambé, nous sommes toujours dans le noir. Le problème de l'électricité. On n'a pas de courant. On peut faire 6 mois, 1 an, sans courant. Mais c'est un arrondissement, pas petit. Hein. Avant, en 2023, même Edéa n'avait pas été Ngambé. Mais aujourd'hui, si tous les petits villages sont devenus arrondissements plus que Ngambé. Donc vraiment, nous sommes vraiment désolés que l'État, le gouvernement camerounais en plus, voit la route de Ngambé, dans la zone de Ngambé, que tout le monde regarde. Et j'appelle beaucoup plus les élites de Ngambé parce qu'ils dorment. Ils ne veulent rien faire dans leur village. Il faudrait que toutes les élites là rentrent chez eux travailler. Des griefs présentés et pris en compte au cours de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Ngambé, consacrée à l'adoption des comptes de l'exercice 2019. Les conseillers ont fait preuve de maturité, de responsabilité. Ils regardent tous dans la même direction. Les comptes ont été adoptés, ainsi qu'un certain nombre de délibérations qui me permettent aujourd'hui à la commune de Ngambé de regarder vers le développement. Et nous pensons qu'avec l'encadrement et le soutien de la tutelle, ainsi que des sectoriels, nous pourrons accompagner cette commune vers son développement. Nous avons donc le pain sur la planche. Nous allons nous atteler, n'est-ce pas, à travailler en synergie avec l'élite pour qu'on rebuste, n'est-ce pas, le travail qui avait été commencé par les prédécesseurs. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats sur le terrain. Tout autre chose à présent, la 98e édition de la Journée internationale des coopératives agricoles se célèbre ce samedi, alors que le gouvernement invite les GIC et autres coopératives à mettre un point d'honneur à la bonne gouvernance au sein de leur structure. Les responsables des coopératives dénoncent le faible accompagnement des pouvoirs publics qui se traduit notamment par le coût élevé des intrants et les problèmes liés au difficile accès à la propriété foncière. Le reportage de Aïe Cyril. La Journée internationale des coopératives se célèbre cette fin de semaine. Occasion pour les acteurs du secteur d'égrener un chapelet de récriminations. Nous avons effectivement constaté qu'il y avait beaucoup de contraintes, déjà au niveau même organisationnel et au niveau structurel même. Si toute cette énergie est focalisée autour d'une structure, il y a tellement de choses que nous pourrions tirer en termes d'avantages comparatifs, en termes d'achat des intrants, en termes de production, aller chercher même des producteurs ou bien des consommateurs de premier ou de deuxième ordre. Donc ça permet effectivement de dégager de l'économie et faire même ce qu'on appelle l'économie d'échelle qui permettrait que la filière, par exemple, puisse prendre l'envol. Face à cette doléance, le gouvernement brandit le principe de la non-ingérence. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural invite cependant les coopératives agricoles à se montrer plus sérieuses dans l'action afin de bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui se lève et demande qu'on crée une coopérative dans tel secteur ou dans tel autre. C'est vous et moi qui voyons la nécessité de créer une coopérative pour promouvoir notre bien-être et nous entrons dans ce secteur. Maintenant, l'État, ayant vu que ces coopératives sont en train d'évoluer, le ministère de l'Agriculture apporte l'encadrement. Pour bénéficier de l'accompagnement, il faut être d'abord très porteur dans le secteur où vous avez décidé d'évoluer. Si c'est des coopératives qui œuvrent dans ce secteur et qu'on a constaté qu'elles sont sérieuses, l'État les appuie. La Journée internationale des coopératives vise à sensibiliser l'opinion sur l'action des coopératives, tout comme elle permet de mettre en relief les contributions du mouvement coopératif à la résolution des problèmes majeurs. Rendue cette année à sa 98e édition, elle se célèbre sous le thème « Les coopératives pour l'action climatique », en référence au point 13
des objectifs pour le développement durable. Nous savons bien sûr que nous avons affaire à des coopératives qui entrent dans tous les secteurs d'activité. Près de 47 secteurs d'activité de l'économie nationale, savoir l'agriculture, l'artisanat, l'élevage et autres activités. Donc c'est cette contribution des coopératives à l'action climatique que nous recherchons. Et cette contribution ne pourrait être que une contribution d'ordre environnemental, du respect des normes environnementales. À ce jour, 3 445 sociétés coopératives et 11 208 groupes d'initiatives communes sont enregistrés au Cameroun. Engagés à plus de 90% dans les activités agro-pastorales et connexes, ils déplorent l'insuffisance des intrants agricoles hors de prix, les difficultés liées à l'accès à la terre, ainsi que les problèmes de stockage et d'écoulement de leurs produits. En santé, le chef de l'État, Paul Biya, relève l'âge de départ à la retraite du personnel de santé au Cameroun. Selon le décret présidentiel rendu public ce vendredi, les personnels du corps de la santé des catégories A et B iront désormais à la retraite à l'âge de 60 ans, tandis que ceux des catégories C et D iront à la retraite à l'âge de 55 ans. Le Premier ministre a également signé un décret similaire ce jour, relevant l'âge de départ à la retraite du personnel médical et paramédical à 60 ans pour les catégories 8 et 12 et 55 ans pour les catégories 1 et 7. En page magazine de ce journal, l'activité touristique peine à prendre son essor dans le département du Mungo, pourtant une localité dotée des sites touristiques mais peu viabilisée. Dans le but donc de revaloriser le secteur, le syndicat patronal et hôtelier du Cameroun vient de séjourner dans cette partie du pays. Le reportage de Cyril Ndjemba, Julien Berthe-Bissaï. Situé à un jet de pierre de la région de l'Ouest, le département du Mungo s'identifie par sa biodiversité, son climat, sa végétation, ses lacs mystérieux, le mont Manengouba, ses chutes des Komkam, son agriculture entre autres. Des atouts qui ne laissent indifférents les visiteurs grâce à l'existence de l'activité touristique, peu connue sur le terrain. En visite dans la localité, notamment dans les plantations de poivre et l'usine à café, le syndicat patronal des hôteliers du Cameroun envisage faire du département du Mungo une véritable destination touristique à travers le concept baptisé les routes des saveurs. Il s'agit de proposer aux Camerounais des sites époustouflants que tout le monde recherche ailleurs et que nous avons ici sous nos pieds. Alors, la région du Mungo a tellement de curiosité que nous voulons pouvoir baptiser ce produit touristique la route des saveurs. Parce qu'il y a du poivre de Penga, il y a du café de Mbaré, il y a les ananas, il y a la papaye, il y a tellement de choses succulentes que nous pensons que si le Covid nous a frappé aussi durement, le secteur touristique je veux dire, c'est parce qu'il fallait que nous puissions aussi nous faire une introspection générale pour regarder ce que nous avons dans les mains. Et nous avons dans les mains des choses extraordinaires que Dieu nous a données gratuitement, un produit touristique illimité qui ne demande qu'à être connu. Un projet bien accueilli par les autorités administratives et traditionnelles. Aujourd'hui, nous savons ce que peut faire le tourisme ou ce que fait le tourisme dans de nombreux États. Et notre pays n'a pas assez fourni aux yeux du monde l'ensemble de ces belles richesses. Ces initiatives donc visent à proposer au monde entier, à la faveur des grands événements que nous allons accueillir, notre pays va aussi offrir au monde l'ensemble de son potentiel touristique. Et nous sommes heureux de savoir que le département du Mungo pourrait contribuer à suffisance justement dans cet élan, dans ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes décidés, avec les aides que nous allons solliciter par-ci par-là, nous sommes décidés à ce que cette initiative aille jusqu'à son terme pour permettre aux visiteurs qui arrivent, n'est-ce pas, de pouvoir rallier les Komkam en toute sécurité et en toute saison. Conscient des retombées positives de l'activité touristique dans le Mungo, le syndicat patronal des hôteliers du Cameroun entend tout mettre en œuvre pour relancer l'économie nationale par le tourisme. Cette plateforme d'opérateurs du tourisme se veut le précurseur d'une longue série
de découvertes touristiques, de produits touristiques, d'enchantement pour que le Cameroun se développe touristiquement parlant et que notre économie enfin retrouve ses lettres de noblesse parce que nous sommes convaincus que c'est par le tourisme que ce pays va se redresser. Le département du Mungo, constitué de près de 452 000 âmes, regorge de 8 sites touristiques opérationnels. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Bon, voilà, Nadine Yambo, juste une nouvelle pour le débrief du journal. Cette autre peur qui s'est emparée de la ville de Yaoundé, c'est une 3e explosion, vous l'avez dit, en 3 semaines. Là, c'était dans le quartier d'Amaz. Cette fois-ci, oui. Voilà, combien de blessés, vous avez dit? 5 blessés, dont 2 graves. Donc 2 graves. Ce sera donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie, Nadine Yambo. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi. 20h.